avant-dernier jeudi du mois. Donc, chaque avant-dernier jeudi de chaque mois, vous avez un webinaire. Nous vous proposons aujourd'hui un retour d'expérience sur la mise en conformité RGPD. Alors, on a beaucoup de présentations sur RGPD, mais souvent assez peu vis-à-vis de structures de petite taille comme une PME, en l'occurrence ici de 17 personnes. Pour m'accompagner, nous avons donc une personne qui s'appelle Marie Marvilliers, donc de la société SST05, qui, comme son nom l'indique, est une société qui est basée dans les Hautes-Alpes et qui est une bénéficiaire des services du CDRC et qui va vous partager un retour d'expérience par rapport à une PME de mise en conformité avec le RGPD. Voilà, donc je laisserai Marie se présenter lorsqu'elle prendra la parole sur la partie retour d'expérience. Euh, juste une petite introduction sur le RGPD et après on ira directement sur le retour d'expérience. Alors, juste un rappel pour l'émission du CDRC, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le CDRC. Le CDRC est une structure qui est financée par la région Sud et un petit peu par la DGA et qui assure un certain nombre de missions pour l'ensemble des entreprises de la région. Donc, l'ensemble des entreprises, PME, ETI ou TPE de la région qui concernent à assurer une veille, notamment sur les menaces et les vulnérabilités. Donc, lorsque une menace concernant le système d'information euh, arrive, nous pouvons donc identifier cette menace et vous alerter directement pour prendre les mesures de protection nécessaires à cette menace. Nous avons une activité de sensibilisation qui est assez conséquente et ce webinaire en fait partie. Donc, nous avons un certain nombre d'activités de sensibilisation vis-à-vis des entreprises de la région de manière permanente. Et nous sommes en liaison, évidemment, avec l'ANSSI et avec cybermalveillance.gouv.fr. Et enfin, dernier point qui est important, si vous êtes victime d'une cyberattaque, qui vous cherchez donc une assistance, vous avez la possibilité d'accéder à cybermalveillance.gouv.fr au travers de leur site web, mais vous avez aussi la possibilité d'accéder donc au C2RC si vous êtes une entreprise de la région, et une personne vous répondra et vous aidera éventuellement à trouver un prestataire pour pouvoir vous. D'abord, on fera un premier diagnostic de la situation et éventuellement, si la situation est grave, par exemple une attaque par ransomware, on vous mettra en relation avec des prestataires de la région qui sont susceptibles de vous aider à vous sortir de cette situation. L'ensemble des services du C2RC est gratuit. Donc, il suffit simplement de s'inscrire préalablement sur le site web. Donc, vous avez un formulaire. Donc, vous avez l'adresse ici qui apparaît, donc www.c2rcsud.org. Voilà. Alors, sur le RGPD, donc Règlement général de protection des données, ou GDPR en anglais, vous voyez souvent le terme apparaître soit l'acronyme en français ou en anglais. Elle concerne la protection des données à caractère personnel automatisées ou non automatisées, contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Donc, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, dès que vous avez des fichiers qui contiennent des informations qui permettent de relier à une personne, vous êtes soumis donc au RGPD. L'objectif de ce GDPR qui est sorti le 14 avril 2016 était de uniformiser déjà les législations au niveau européen, puisque chaque pays avait sa législation en matière de protection des données. Donc, ça posait un certain nombre de problèmes concernant notamment si vous aviez des données qui partaient à l'étranger dans d'autres pays européens. De simplifier des formalités pour les entreprises. Donc ça, c'est un peu l'objectif du RGPD. Et surtout, de renforcer les droits vis-à-vis des personnes
droit à l'oubli, accès, rectification, à l'opposition, à la limitation, au traitement, ainsi de suite. Il y avait une loi qui continue à exister, bien connue, qui s'appelait la loi Informatique et Liberté, qui date de 78, avec une nouvelle loi qui est apparue en 2004, une mise à jour en 2004, et qui a amené à la création d'un correspondant Informatique et Liberté, ASIL. Aujourd'hui, ces mesures sont en fait remplacées par le RGPD. Donc, il est sorti en avril 2016, 2 ans pour mise en conformité. Donc, aujourd'hui, en théorie, tout le monde, toutes les sociétés doivent être conformes au RGPD. Alors, juste un petit point sur ce document. Alors, c'est un document extrêmement important puisqu'il fait 88 pages. Il traite un certain nombre de sujets comme tout ce qui concerne les traitements des données en UE, en Union européenne et hors Union européenne. À ce titre-là, nous allons faire une communication bientôt vis-à-vis de nos bénéficiaires, puisqu'il y a un petit souci lorsque vous traitez des données vers les États-Unis, puisque vous avez des réglementations américaines, notamment le Cloud Act, qui vient en contradiction avec le RGPD. Donc, c'est un gros sujet de polémique aujourd'hui. Comment dire, ça fait travailler pas mal d'avocats en ce moment. Nous communiquerons au travers de notre système d'alerte une information à nos bénéficiaires, une information que nous sommes en train de réaliser avec un cabinet d'avocats spécialisé en la matière. Donc, normalement, c'est censé traiter toutes les problématiques d'exportation des données, notamment au sein de l'Union européenne, puisque la réglementation est harmonisée. Il y a des renforcements des contraintes sur l'utilisation des données personnelles, notamment sur la nécessité du consentement. À ce titre-là, une affaire est en cours cette semaine. Je vous le signale, puisque Cache Investigation a évoqué le sujet d'un partenariat qu'avaient des pharmacies en France avec une société américaine pour la collecte des données, comment dire, des données de vos ordonnances. En fait, la problématique qui est soulevée par ce reportage concerne l'obligation qu'a le pharmacien de vous demander le consentement pour collecter cette information et la communiquer à cette société. Donc, effectivement, elle a une autorisation de la CNIL pour le faire, mais le problème est le consentement explicite à ce niveau-là. C'est la même chose si vous avez un dossier médical partagé. Le professionnel de santé doit vous demander le consentement d'accéder à votre dossier médical partagé. Donc, on a pas mal de problématiques liées à cette nécessité de consentement. On a aussi une notion très importante qui est ce qu'on appelle une analyse d'impact relative à la protection des données, donc ou PIA en anglais, qui veut dire Privacy Impact Assessment. Donc en fait, l'idée, c'est de vérifier que les mesures de sécurité que vous mettez en œuvre pour protéger vos fichiers contenant des données personnelles sont en adéquation, sont proportionnées à la nature des données que vous collectez. Donc plus vous avez des données personnelles importantes, plus vous devez les protéger. Si vous avez des données dites sensibles, c'est-à-dire des données de type biométrique ou médical, vous devriez rajouter en complément d'autres mesures de protection. Donc il faut faire cette analyse. Donc on verra, Marie en reparlera, mais c'est un élément important. Il y a la nomination d'un délégué à la protection des données, ou DPO en anglais. Donc c'est un peu le remplaçant du CIL, du correspondant informatique et liberté. Donc, si vous avez une volumétrie de fichiers, et notamment clients, qui est importante, vous êtes obligé de nommer un DPO. Deux points qui sont importants qui ont fait que comment dire, ce règlement a sensibilisé pas mal d'entreprises. C'est d'abord le fait qu'il y a une obligation de notifier les fuites auprès de la CNIL, c'est-à-dire que si jamais on vous vole de manière informatique les données votre fichier client, les données personnelles que vous avez une obligation d'informer la CNIL de cela.
Et puis d'autre part, ce qui a fait bouger un peu les lignes, c'est que ce qui était reproché notamment jusqu'à présent, c'était que les sanctions de non-conformité étaient relativement légères, et donc elles ont été renforcées aujourd'hui, puisqu'elles représentent soit 4% du chiffre d'affaires, avec un plafond à 20 millions d'euros. Voilà, donc je n'ai pas évoqué toutes les mesures qui sont dans le règlement général. Il y en a qui concernent notamment le développement d'applications qui doivent respecter un certain nombre de contraintes, ce qu'on appelle le privacy by design ou le privacy by default, c'est-à-dire de fonctionner avec une utilisation modérée des données personnelles juste par rapport aux besoins qu'on a dans le cadre de l'application. Et il y a encore plein d'autres sujets, mais voilà en synthèse ce qu'on peut dire sur le RGPD. Dernier point, avant que je passe la main à Marie. Si vous cherchez de l'information complémentaire sur la mise en conformité et de sensibilisation au RGPD, vous avez un guide de la CNIL qui est disponible. Alors, vous n'êtes pas obligé de retenir le lien que je vous mets, mais vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, comment dire, guide CNIL PDF, et vous tombez dessus sur la première page, il n'y a pas de souci. Enfin, je vous rappelle que vous devez faire attention à un certain nombre d'arnaques qui concernent ce qu'on appelle la conformité CNIL, la conformité RGPD, puisque donc ça a été extrêmement présent, notamment dans les années 2018-2019, mais on le voit de nouveau revenir, notamment dans le domaine médical avec la Covid, et notamment les notions de passe sanitaire et autres qui ont réveillé des vieux démons vis-à-vis de ces sociétés-là qui ont vu un marché d'arnaque potentielle. Donc, évidemment, seule la CNIL fait des contrôles. Donc, il n'y a pas d'autre organisme en France qui fait des contrôles. Et donc, tous les courriers que vous pourriez recevoir par mail ou par boîte postale concernant des officines avec des pseudo-logos officiels vous intimant l'ordre de vous mettre en conformité et vous demandant de l'argent sont évidemment fallacieux. Enfin, il y a un dernier point que je voulais soulever, c'est que beaucoup d'éditeurs de logiciels évoquent le sujet en disant que leurs logiciels sont conformes à RGPD. Ce n'est pas les logiciels qui doivent être conformes à RGPD, c'est les pratiques de l'entreprise. Donc, vous pouvez acheter autant de logiciels conformes que vous voulez. Ça ne vous dédouane pas sur le fait que vos pratiques doivent être, elles, conformes RGPD. Et en la matière, si je reprends l'exemple que j'ai cité de Cache Investigation, la pratique, c'était que le pharmacien doit signifier donc, au client son accord, doit lui demander son accord pour donner les données qu'il collecte, notamment comment dire, son ordonnance vis-à-vis de cette société américaine, et ce qu'il ne le fait pas actuellement. Donc on voit bien que c'est une pratique qui est d'ailleurs déficiente, et d'ailleurs, suite à cette émission, la CNIL va diligenter un contrôle pour cela. Voilà, j'en ai terminé. Donc maintenant, je vais passer la main à Marie qui va vous faire un retour d'expérience sur une PME. Marie, je te passe la main, vas-y. Ok, merci Thierry. Donc, je vais compléter l'introduction de Thierry pour vous présenter avant tout qui je suis. Donc, je dirige la société SST05. Je suis basée en effet dans les Hautes-Alpes, tout en haut de la région PACA. Et j'ai un cabinet de conseil. Donc, je fais de l'assistance technique et juridique aux petites et moyennes entreprises en prévention des risques professionnels, donc tout ce qui est le document unique d'évaluation des risques, etc. Et la mise en conformité RGPD. Donc, je fais partie d'un réseau qui existe depuis 2004 et au niveau de la mise en conformité RGPD, nous avons accompagné plus de 300 entreprises, tout secteur d'activité, et voilà, des petites et moyennes entreprises, puisque les grands groupes ont souvent les ressources pour le faire en interne. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Donc voilà, Thierry, tu peux passer. Merci. Donc, du coup, voilà, ce qu'on se disait avec Thierry, c'est de faire une approche assez pragmatique
pour pas faire trop de théorie, mais expliquer concrètement comment une petite entreprise peut mettre en place le RGPD dans sa structure. Donc là, je me suis inspirée en fait des 6 étapes préconisées par la CNIL. Donc premièrement, parce que bon, le RGPD, ça fait un peu peur aux chefs d'entreprise, ils ne savent pas trop par où commencer. Donc voilà, là, il y a 6 étapes. Premièrement, on désigne un pilote, puisque si il faut mettre en place le RGPD, mais personne ne se saisit vraiment du sujet, bah, ça ne va pas trop avancer. Et c'est un sujet assez transversal, puisque, comme on le verra, ça peut toucher tous les secteurs de l'entreprise. Donc, deuxièmement, deuxième étape, cartographier les traitements de données personnelles. Troisièmement, prioriser les actions. Donc, on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc, mettre en place un calendrier en traitant les actions prioritaires en premier pour minimiser les risques de perte ou de fuite des données personnelles ou de manque de consentement des personnes concernées. Quatrièmement, gérer les risques. Cinquièmement, organiser les processus internes. Et puis, documenter la conformité. Voilà, donc on va suivre ces étapes-là en prenant le cas concret d'une entreprise qui a été accompagnée pour mettre en place le RGPD, sachant que voilà, le petit logo Plan, Do, Check, Act, c'est un processus d'amélioration continue. Donc, c'est à mettre à jour. En fait, le risque zéro n'existe pas. Donc, une fois que l'entreprise a mis en place son système RGPD, c'est bien de revoir, donc il n'y a pas vraiment de durée imposée par le RGPD ou par la CNIL en France, mais c'est bien d'actualiser et de revoir, puisque une fois qu'on a mis en place les actions prioritaires, le contexte a pu changer et il y a quand même des risques encore, donc d'aller toujours plus loin sur cette démarche de maîtrise des données personnelles de son entreprise. Voilà, suivant. Donc, pourquoi l'entreprise doit mettre en place le RGPD? Donc, en fait, voilà, les objectifs principaux du RGPD, Thierry en a parlé. Et suivant, Thierry, tu peux tout de suite mettre le petit rond. En fait, le but, là, c'est de responsabiliser les acteurs traitant les données. Et donc là, on fait porter la responsabilité aux entreprises, puisque elles manipulent des données personnelles, donc des données qui concernent des individus, et donc on leur fait porter cette responsabilité de maîtriser les données pour que ça n'impacte pas les personnes concernées. Voilà. Donc, quels sont les risques en cas de non-conformité pour l'entreprise? Donc, la CNIL fait des audits spontanés et aussi sur dénonciation. Donc, sur le site de la CNIL, ça, c'est pas pour faire peur aux chefs d'entreprise, hein, pour expliquer les risques, voilà, le pour et le contre de se lancer dans cette démarche RGPD. Donc, il y a des risques de contrôle de la CNIL et d'impact financier, comme Thierry l'a dit. Et puis, au-delà de ça, moi, j'accompagne des entreprises qui, par exemple, ont perdu leur base de données et leur planning de réservation et qui se retrouvent vraiment embêtées. Donc, il peut y avoir des impacts financiers, des impacts réputationnels. Et donc, voilà, moi, je suis plutôt positive de tempérament et je vois ça comme une opportunité pour l'entreprise de mieux maîtriser ses données pour améliorer le fonctionnement de son entreprise et donc que ça fonctionne bien. Voilà, dans cette logique d'amélioration continue. Suivant. Donc, comme Thierry l'a dit, on se rejoint là-dessus. Hein. Moi, j'entends des entreprises qui sont un peu, qui trouvent que le RGPD, c'est très gros, et ou qui me disent, oui, mais moi, mon logiciel est conforme RGPD, donc c'est bon, je suis en conformité RGPD. Sauf que, bon, là, je vous ai mis 3 petites images. Bah, y a vraiment un trou dans la raquette, ou bien l'arbre qui cache la forêt, ou encore la partie immergée de l'iceberg. Ça veut dire que, voilà, d'abord une petite question, d'après vous, pourquoi c'est incomplet? Et suivant. Merci. Donc, en fait, voilà, le logiciel peut être conforme RGPD, mais donc le logiciel, si on peut se connecter depuis 5 ordinateurs, plus 2 tablettes, plus 10 iPhones, et ben, qui a accès à ce logiciel?
comment on fait pour se connecter à l'ordinateur sur lequel il y a ce logiciel? Est-ce que l'ordinateur est verrouillé par un mot de passe qui est sécurisé, qui est changé assez fréquemment? Si le logiciel plante, est-ce qu'il y a un plan B? Et puis, au-delà de ce logiciel, il y a des données numériques et papier. Donc, toutes les données papier sont également concernées par le RGPD. Donc, comment sont gérées les données papier? Quand est-ce que les données sont détruites? Qui a accès à la salle où les classeurs sont stockés? La salle d'archives? Quoi d'autre? Un commercial sur le terrain, s'il perd son outil de travail et que du coup, il y a des données qui fuitent, comment on maîtrise ce risque-là? Et par exemple, les entreprises ont souvent des sites internet actuellement, que ce soit avec des sites click and collect où on peut payer ou même des sites vitrines. Et ben voilà, là, il y a une histoire aussi de consentement des personnes qui se connectent sur le site, etc. Donc, comme on peut voir, le RGPD est beaucoup plus vaste que juste un logiciel conforme RGPD. Suivant. Voilà, donc comme on vous l'a dit, on va prendre le cas concret d'une entreprise qui a été accompagnée par mon réseau. Donc une entreprise de 17 salariés qui est sur le secteur couvreur charpentier. Donc un dirigeant, un directeur commercial, un conducteur de travaux, 10 charpentiers et 4 couvreurs. Donc comment elle a fait pour mettre en place le RGPD? Suivant. Donc, premièrement, il faut désigner un pilote. Donc, ça peut être. Donc, il y a un pilote pour mettre en place la démarche RGPD. Et au-delà de ça, il peut y avoir, selon les données personnelles de l'entreprise, plusieurs personnes. Donc, en fait, pour chaque type de données personnelles, il y aura un registre de traitement des données personnelles. Et par exemple, il peut y avoir le directeur commercial pour gérer la mise en place du registre de traitement des données clients. Et pour les données salariées, ça peut être la personne RH administrative qui gère le registre des traitements de données personnelles. Mais bon, dans les entreprises de petite taille, c'est souvent une seule personne. Donc, ça peut être le chef d'entreprise ou son bras droit, son adjoint. Voilà. Donc, deuxième étape, cartographier les traitements de données personnelles. Donc là, je vais juste faire un petit peu de définition pour déjà définir ce que c'est une donnée personnelle et ce que c'est un traitement. Suivant. Donc une donnée personnelle, ça concerne une personne physique. Ça veut dire que les données qui concernent une entreprise, un numéro SIRET ou autre, ne sont pas concernées. C'est vraiment une personne physique. Et donc, il y a 3 types de données personnelles, des données courantes, des données considérées comme sensibles et des données sensibles. Donc, les données sensibles, on le verra sur la slide d'après. Les données considérées sensibles, c'est par exemple le numéro de carte bancaire. Et les données courantes, c'est le nom de famille, le numéro de téléphone, l'adresse, mais aussi une photo, etc. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça concerne à la fois les données numériques et papier. Et voilà. Suivant. Donc, les données sensibles, je vais passer assez vite, mais selon les secteurs d'activité, vous pouvez avoir des données sensibles. C'est ce qui concerne la santé, les données biométriques, comme Thierry disait, ou bien les orientations politiques, religieuses, sexuelles, etc. Et donc là, le règlement européen interdit de recueillir ces données, sauf si demandé, sauf si obligatoire pour le fonctionnement de l'entreprise. Suivant. Et donc, le traitement d'une donnée personnelle, c'est identifier le cycle de vie de la donnée personnelle au sein de l'entreprise. Donc, à partir du moment où la donnée personnelle arrive dans l'entreprise, comment on la collecte, comment on l'enregistre, comment on la traite, comment on l'organise, comment on la conserve et on la modifie et on la détruit lorsque la durée légale de garder cette donnée est atteinte ou qu'on justifie qu'il faut garder cette donnée personnelle, cette information plus longtemps. Donc voilà, c'est tout le cycle de vie de la donnée personnelle au sein de l'entreprise.
Donc, pour ceux qui connaissent la qualité type ISO 9001, c'est vraiment le processus données personnelles au sein de l'entreprise. Donc, comme vous voyez, ça peut être très transversal. Suivant. Donc, pour notre entreprise, il y a 4 types de données personnelles qui ont été identifiées. Donc, c'est les données des salariés, ce que chaque entreprise a priori à partir du moment où il y a un salarié. Les prestations clients, deuxième type de données personnelles, donc c'est les données personnelles des clients. Les données des sous-traitants et le site Internet. Donc, pour cette entreprise, il y a 4 registres de traitement des données personnelles à mettre en place. Suivant. Donc, troisième étape, prioriser les actions. Donc, une fois que l'entreprise a identifié quelles sont les données personnelles qu'elle traite, donc en général, il y a au minimum les données salariés, clients et sous-traitants, quelles sont, pour chaque donnée, on applique la méthode QQO-QCP. Donc, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. En fait, le RGPD demande de vraiment justifier pourquoi on collecte et pourquoi on garde ces données personnelles. Donc, par exemple, pour les données des sous-traitants, qui sont les sous-traitants? Quelles sont les données des sous-traitants qu'on collecte et qu'on traite? Sur quel support on les collecte? Est-ce que c'est que sur un logiciel? Est-ce que c'est aussi sur un document Word ou Excel et ou papier? Quels sont les risques en cas de fuite de ces données ou en cas de perte? Encore une fois, une entreprise qui perd son fichier client, son fichier sous-traitant, bah, ça va l'impacter. Pourquoi on collecte ces données? Quelle est la finalité? Quels sont les flux de données? Jusqu'à quand on les collecte? Donc, il y a des durées légales ou qui peuvent aller au-delà si on justifie pourquoi on les collecte plus longtemps. Ensuite, Thierry en a parlé en introduction, l'analyse d'impact relative à la protection des données personnelles. C'est que dans certains cas, à partir d'une certaine taille d'entreprise et en effet de manipulation de données sensibles ou pas, de traitement de données sensibles ou pas, qu'il faudra le faire. Donc pour une TPE ou PME sur un secteur d'activité qui n'a pas de données sensibles, ça ne sera pas obligatoire. Et tant mieux pour cette entreprise. Déjà, le RGPD est assez costaud à mettre en place comme ça. Et l'évaluation du niveau de risque et des mesures de sécurité à mettre en place. Voilà, donc pour chaque type de données personnelles, il faut mettre ça en place. Donc, on va rentrer dans un cas encore plus concret. Merci Thierry. Donc là, je vous ai mis des extraits du registre de traitement qui concerne les sous-traitants. Donc, comment nous, voilà, quand on accompagne une entreprise, on lui remet ses registres de traitement et ça ressemble à ça. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, dans l'étape, sous-étape 1, qui? Donc, on identifie les acteurs concernés par, là, c'est les sous-traitants. Donc, quelles sont les personnes de l'entreprise qui gèrent ces données de sous-traitants? Donc, vous complétez. Suivant. Donc, voilà, là, donc dans l'entreprise, on identifie qui sont les personnes qui manipulent les données des sous-traitants. Donc, quand il y a un O en vert, ça veut dire oui, et quand il y a un N en rouge, ça veut dire non. Donc là, on sait qui est concerné par le registre de traitement des sous-traitants. Suivant. Ensuite, parce que donc, ça, je ne l'ai pas encore dit, l'entreprise, pour être en conformité RGPD, d'une part, il faut qu'elle, dans ses processus internes, elle soit conforme RGPD, mais dans le cas où elle transmet des données personnelles qui concernent son activité à des sous-traitants, il faut que ces sous-traitants soient eux-mêmes en conformité RGPD. Sinon, bah, les informations peuvent quand même fuiter où le consentement des personnes concernées peut ne pas être acté, et à ce moment-là, l'entreprise peut être quand même mise en difficulté et en non-conformité RGPD. Donc, du coup, par rapport à la gestion des sous-traitants, il est important de lister quels sont les sous-traitants de l'entreprise qui gèrent les données personnelles des sous-traitants. Voilà. Suivant. Donc ensuite, une fois qu'on a identifié qui manipule les données en interne et en externe, on identifie les catégories de données traitées.
pour ses sous-traitants. Donc, sur les différents types de supports, donc là, par exemple, sur le PC, quelles sont les données personnelles des sous-traitants qu'on traite, donc qu'on conserve, qu'on traite. Donc, dans les données courantes, il y a les données relatives à l'identité du sous-traitant et les données relatives aux coordonnées du sous-traitant. Ensuite, dans les données perçues comme sensibles, il y a les coordonnées des cartes bancaires. Et dans les données sensibles, il n'y en a pas dans ce cas-là. Puisqu'encore une fois, les données sensibles, on l'a dit, c'est santé, orientation sexuelle et religieuse ou autre. Et le risque associé à la collecte de ces données, c'est vol de données, piratage ou perte de données. Et à ce moment-là, ça peut se retourner contre l'entreprise, bien évidemment. Suivant. Donc là, en fait, sur tous les outils, sur tous les différents supports que l'entreprise utilise, on va lister. Donc là, sur la slide d'avant, c'était sur le PC, et là, c'est sur le logiciel que cette entreprise utilise. Et voilà, on passe en revue sur tous les supports utilisés, les données des sous-traitants, les données personnelles des sous-traitants qui sont collectées par l'entreprise. Suivant. Donc ensuite, on passe à la troisième étape qui est pourquoi. Donc le RGPD demande de justifier pour quelles raisons et quelle est la finalité pour laquelle on collecte la donnée. Donc là, les données, et bien sûr, si on justifie pourquoi, on a le droit de les collecter. Mais en même temps, il ne faut surtout pas faire une usine à gaz et collecter des données si on n'a pas la peine pour le fonctionnement de son business de collecter ces données. Donc là, la finalité est claire, payer les sous-traitants, obligations légales, communiquer avec les sous-traitants, et puis une bonne gestion de l'activité. Suivant. Voilà, donc là, je vous passe en revue. Donc là, on a sauté quelques étapes, mais voilà, on suit la méthode des 5 W. Et on arrive à l'étape évaluation du niveau de risque avant prise en compte des mesures de sécurité. Donc là, on a mis un système de scoring en place pour montrer qu'actuellement, le risque pour cette entreprise est important. Donc, on va passer à l'étape, une fois qu'on a fait cet état des lieux, des préconisations, des actions. Donc, état des lieux des actions de sécurité déjà mis en place dans l'entreprise et de celles qu'il faudrait mettre en place. Suivant. Donc, mesures de sécurité, voilà, comme je viens de vous le dire, pour protéger les données et la vie privée des personnes concernées. Donc là, vous avez dans la première colonne les mesures de sécurité, avec en vert les précisions qui concernent cette entreprise. Ensuite, dans la colonne oui/non, vous voyez si l'entreprise a déjà mis en place ces mesures ou pas. Et ensuite, dans les colonnes priorisation, l'entreprise voit si c'est urgent de mettre en place ces actions, ces préconisations pour minimiser le risque, ou si c'est deuxième niveau de priorité ou troisième niveau de priorité. Donc, on passe en revue les mesures de sécurité à mettre en place en mettant un système de score et en étant assez précis pour aiguiller l'entreprise sur les actions à mettre en place pour s'améliorer et pour minimiser les risques. Suivant. Avec, comme vous le voyez, avec une approche assez pragmatique. Et donc, dans la dernière colonne, c'est la date de réalisation des mesures de sécurité, et ce qui permet à l'entreprise, en cas de contrôle, de dire « Ok, moi, je suis sur une démarche d'amélioration continue, j'avais bien identifié ce risque-là et la mesure à mettre en place, et comme vous le voyez, j'étais en train de m'améliorer, mais je ne peux pas tout faire en même temps, donc c'était prévu dans les mois à venir. » Et donc, en fait, dans la mesure où on montre avec les dates progressives qu'on met en place les mesures pour minimiser les risques et pour aller plus loin, c'est en cas de contrôle, et puis même au-delà du contrôle, ça veut dire que vous avancez sur cette démarche de maîtrise de vos données personnelles. Voilà, donc là, sur le thème de la gestion de la messagerie électronique, c'est le même principe. On passe en revue les mesures qui sont déjà mises en place par la société et celles qui restent à mettre en place avec un système de priorisation. Suivant. Et donc, en synthèse, on vous donne un petit graphe qui montre que là, donc, cette entreprise, elle était à 41 dans le niveau de risque avant prise en compte des mesures de sécurité.
avec les mesures qu'elle a déjà mises en place, elle est à 28, le but étant d'être à 0. Et si elle met en place les actions qu'on lui préconise de mettre en place, elle sera à 6,9, enfin 7 quoi. Voilà. Suivant. Donc voilà, le gros du morceau pour une entreprise de petite ou moyenne taille, c'est la mise en place, donc l'identification de ces données personnelles et la mise en place des registres de traitement pour chacune des données personnelles identifiées. Et en plus de ces registres de traitement, il y a aussi, selon le contexte de chaque entreprise, tout ce qui apparaît là à l'écran, donc les avenants au contrat de travail, puisque donc voilà, le registre est mis en place, mais si la personne en interne, par exemple, qui gère les données personnelles des salariés par rapport aux feuilles de paye, etc., elle n'est pas formée et informée sur ce qu'elle a le droit de faire ou pas par rapport au traitement des données personnelles qu'elle manipule tous les jours. Donc, il faut qu'elle ait un avenant. Vous voyez bien qu'il y a un trou dans la raquette. Donc, il faut qu'elle soit formée, informée et qu'il y ait un avenant à son contrat de travail pour lui formaliser, pour lui expliquer ce qu'elle a le droit de faire ou pas. Une charte informatique, des clauses contractuelles avec la sous-traitance pour leur dire, OK, dans le cadre de la sous-traitance, nous vous transmettons des données personnelles de notre entreprise qui concernent mais donc, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, vous devez être vous-même en conformité RGPD. Politique de confidentialité, conditions générales de vente. Dans les cas de vidéosurveillance aussi, ça c'est des données personnelles, hein, des images qui concernent des données, donc clause d'information sur le système de vidéosurveillance et sur la géolocalisation des véhicules également, et ou sur l'utilisation de badges. Donc voilà, en fait, c'est assez dense hein, pour être en conformité RGPD. Ce n'est pas juste un registre de traitement ou juste une formation aux salariés. Il faut que ce soit formalisé à minima. Suivant. Voilà, donc les avantages, j'en ai parlé en introduction, hein, c'est assez lourd, mais quand on décortique, c'est assez simple quand même à mettre en place. Donc l'avantage, c'est d'améliorer la sécurité et la maîtrise de ces données personnelles. Donc voilà, encore une fois, une entreprise qui perd son fichier client, bah, ça va impacter lourdement son business. Donc encore faut-il avoir mis en place un plan B. Rassurer, plus de confiance, plus de transparence des clients, des donneurs d'ordre, être en conformité réglementaire, puisque voilà, c'est depuis 2018, les entreprises doivent avoir mis en place le RGPD, et ça peut permettre de développer son activité, puisque on a tous les points d'avant, quoi. Donc, une question que souvent le chef d'entreprise se demande, combien de temps ça prend et combien ça coûte? Donc, moi, je vais vous répondre selon… Enfin, voilà, nous, on accompagne des petites et moyennes entreprises là-dessus. L'entreprise peut choisir de le mettre en place elle-même. Hein, comme Thierry l'a dit, il y a des informations sur le site de la CNIL. Attention aux arnaques. Attention aux arnaques. Et donc, nous, bah, en fait, c'est par effectif d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Donc, c'est un tarif par effectif. Une entreprise qui a plus de 50 salariés aura plus de données personnelles, plus de salariés concernés. Donc, voilà, ce n'est pas le même tarif que pour une entreprise qui a moins de 4 salariés. Et combien de temps ça prend? En gros, nous, on remet un petit fichier à pré-remplir. Donc, c'est en gros la liste des sous-traitants, est-ce qu'il y a un site internet, etc. Donc, ça prend environ 15 à 30 minutes pour la personne de l'entreprise de remplir ce petit fichier. Ensuite, il y a un entretien téléphonique avec un juriste en droit du travail qui dure entre 1 à 3 heures. C'est un peu vague, mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Et ensuite, on vous remet les documents, donc les registres de traitement et ou les avenants au contrat de travail, etc., dans les 48 heures. Et on apporte en fait une assistance technique et juridique illimitée aux entreprises dans les 3 mois qui suivent. Donc, on remet les documents, mais on explique les documents. Et puis, pour que ce soit mis en œuvre et s'il y a des questions, on reste à la disposition des chefs d'entreprise dans les 3 mois qui suivent. Puisque voilà, on remet les registres, mais il faut vraiment expliquer et que ce soit mis en œuvre.
C'est pas le tout d'avoir les registres ou les avenants, il faut les mettre en place et les faire vivre dans l'entreprise. Voilà, suivant. Voilà, donc en conclusion, donc il s'agit de mieux maîtriser les risques de perte et ou de fuite des données personnelles, d'engager les sous-traitants dans la démarche, puisque si vous gérez bien, mais que vous déléguez certaines des données personnelles de votre entreprise à des sous-traitants qui, eux, ne sont pas dans une démarche de conformité RGPD, bah, il y a un trou dans la raquette. Former et informer les personnes et les entités concernées, formaliser un tout petit peu, puisque voilà, si c'est juste oui, je l'ai dit à l'oral à mon assistante de ne pas envoyer les coordonnées des cartes bancaires n'importe, bah, si ce n'est pas formalisé, et ça peut se retourner contre le chef d'entreprise quand même. Et puis, processus d'amélioration continue. Voilà, donc pour ma part, j'en ai terminé sur cette présentation. Donc je vois qu'il reste du temps pour les questions, si vous en avez. Alors, pour les questions, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans le chat du webinaire et je les lirai et voilà, on y répondra au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, faire un petit temps de questions. Je vous rappelle pendant cette phase-là que vous pouvez accéder donc au site du C2RC, donc c2rcsud.org. Donc il y a un site qui contient 4 onglets: anticiper, partager, protéger et remédier. Sur la partie anticipée, vous avez un certain nombre d'informations concernant les bonnes pratiques ainsi que sur partager. Sur remédier, vous avez, si vous êtes victime d'une cyberattaque, un certain nombre d'éléments concernant les sites officiels sur lesquels vous pouvez faire des déclarations, ainsi que la liste des prestataires que nous avons référencés au niveau de la région sud, PACA, pour intervenir. Donc, dans cette liste, vous avez à la fois ce qu'on appelle des prestataires d'audit de sécurité des systèmes d'information, donc qui sont qualifiés par l'ANSSI, qui sont les bureaux régionaux de ces prestataires. Et nous avons aussi la région monégasque qui est couverte, puisque nous avons un passif monégasque qui couvre aussi donc Monaco et les Alpes-Maritimes. Nous avons aussi donc des entreprises qui sont labellisées Expert Cyber, qui est le nouveau label de certification des entreprises. Donc nous avons la première société, qui est une société toulonnaise qui vient de se faire labelliser, puisque cette labellisation vient d'être annoncée. Les 50 premières sociétés en France ont été annoncées avec l'annonce du plan de relance. Voilà, vous avez un certain nombre d'informations. Je vois qu'il y a une question qui a été posée. Je vais essayer d'y mettre la main dessus. Hop. Alors, je prends la première question. Du coup, pour une PME inférieure à 50 salariés, la durée pour mettre en place cette conformité, avez-vous une tendance sur ce sujet? Donc, Marie, pour une PME qui a moins de 50 salariés, c'est combien de temps pour se mettre en conformité? Et est-ce que vous savez en dire plus? Mais, donc en fait, voilà, en effet, je m'attendais à cette question, donc j'ai essayé d'y répondre. En fait, nous, on apporte une assistance technique et juridique à l'entreprise. Donc à partir du moment où il y a un entretien téléphonique qui a lieu et qu'on vous remet les registres de traitement et le reste de la documentation, bah, c'est à l'entreprise de s'approprier les registres de traitement et de mettre en place, par exemple, les avenants au contrat de travail. Et dans le calendrier d'action, comme vous avez vu dans les registres de traitement, il y a des actions prioritaires à mettre en place pour sécuriser. Et donc là, bah, c'est libre à l'entreprise. La balle est dans le camp de l'entreprise pour mettre en place au fur et à mesure les actions. Donc, ma réponse, c'est à partir si vous faites appel à mes services,
Dans la semaine, vous pouvez avoir vos registres de traitement et après, bah, c'est bien d'avoir une personne en interne qui anime cette démarche de mise en conformité RGPD. Elle ne va pas faire ça, soit elle fait ça à temps plein, soit elle fait, voilà, toutes les semaines, elle met en place une des actions en mettant en place les actions prioritaires en premier. Très bien. Une deuxième question qui n'est pas tout à fait en relation avec le RGPD, mais je vais la lire quand même. Vous dites que c'est l'entreprise qui doit être conforme. Donc oui, c'est sur les pratiques. Or, la conformité d'un logiciel n'est pas suffisant. Comment cela se passe sur les gestionnaires de cookies dans, dans le blog, notamment pour WordPress? Marie, est-ce que tu sais répondre ou pas? Alors moi, je ne suis pas experte sur ce sujet, mais c'est un vrai sujet. Par exemple, il y a des, il y a des, moi, ouais, bon, je suis pas hyper calée sur ce sujet, mais il faut gérer et il y a des outils qui existent qui ne sont pas en conformité RGPD. Donc, par exemple, les systèmes de gestion des cookies, il y en a qui ne sont pas conformes RGPD. Voilà, donc en fait, je vais compléter la question. Donc on parle de WordPress par exemple. Donc WordPress, il y a deux cas de figure. Soit vous opérez vous-même votre site web, soit comment dire, vous êtes hébergé. Il faut s'assurer que les logiciels que vous utilisez sont conformes avec le RGPD. Voilà. Donc, et après, il y a aussi le fait d'activer, dans certains cas, certaines fonctions pour pouvoir avoir les paramètres qui soient actifs. Donc, effectivement, alors WordPress, je pense que gère le RGPD, mais il y a peut-être une histoire de configuration à faire pour qu'il soit exactement conforme à ce qui est attendu par le RGPD, puisque WordPress est vendu par ailleurs dans le reste du monde. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, bon, on va s'en arrêter là. Merci pour cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours adresser vos questions directement donc à info@c2rcsud.org et on y répondra de manière personnelle. Je vous rappelle que le mois prochain, nous avons donc aussi un webinaire qui aura lieu avant-dernière semaine du jeudi du mois de juin. Pour maintenant, voilà, donc Florian vous a mis l'adresse du site pour les questions sur le chat. Nous n'avons pas encore tout à fait défini la thématique, mais dès la semaine prochaine, nous allons communiquer sur la thématique du mois de juin. Voilà, nous vous remercions et je rappelle à l'ensemble des entreprises qui sont dans la région PACA, qui souhaitent bénéficier des services des services du C2RC, qu'il suffit de s'inscrire et que c'est gratuit. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas s'inscrire auprès du C2RC. Il suffit d'avoir un sirène ou un sirette qui soit dans la région. Et à partir de ce moment-là, vous avez le droit donc à l'ensemble de ces services. Je vous remercie de votre écoute. Ce webinaire a été enregistré, donc nous vous proposerons sa rediffusion pour ceux qui n'ont pas, qui ont pris le webinaire en route pour avoir le début. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. À bientôt.